Je vais vous présenter un petit feedback de ce que l'on a pu constater lors de nos inspections dans les hôpitaux. C'est un feedback assez général. Alors, tout d'abord, on va resituer notre mission. Ah, voilà, ça y est là. Alors, notre agence, elle a été créée suite notamment à une loi de juillet 2006, et cette loi prévoit nos missions, qui est d'assurer, de leur conception jusqu'à leur utilisation, la qualité et l'efficacité, la sécurité des dispositifs médicaux, d'autres choses aussi, mais puisque nous sommes là pour les dispositifs médicaux, on va s'arrêter sur ce point-là. Au sein de notre agence, il y a une DG Inspection, celle dont je fais partie, et au sein de cette DG Inspection, nous avons la division délivrance qui, à son sein, a une petite cellule officine hospitalière et dépôt professionnel de la santé. Moi, je fais partie des inspecteurs hôpitaux, donc je ne fais plus que des hôpitaux francophones. Nos compétences en matière de dispositifs médicaux, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est notamment les implantables actifs, les DM au sens large de leur définition, et depuis juillet 2017, les IVD. Il faut savoir que le législateur, pour faire simple, il a créé des catégories de dispositifs médicaux, et nous sommes compétents pour les dispositifs médicaux de catégorie 1. Les pharmaciens connaissent bien l'ancienne catégorie 1, c'est les 1.1 à 1.7. En ce compris... oui, c'est cela, oui, 1.1.7. L'art dentaire, en général, ils sont moins concernés. Depuis 2013, on a repris les compétences du SPF Économie parce qu'ils n'effectuent pas d'inspection. Et c'est dans le cadre du plan de la ministre qu'on a recentralisé les compétences d'inspection au sein de l'agence. Donc, nous avons pu faire connaissance avec d'autres services des hôpitaux que la pharmacie, des services qui ignoraient jusqu'au nom de notre agence. Pourquoi faire des inspections dans les hôpitaux ? Ça fait partie déjà du plan de l'ancienne ministre de la Santé, qui a été approuvé en septembre 2012 et qui avait différents objectifs, notamment en ce qui nous concerne, c'était le renforcement des contrôles et de la matériovigilance. Au niveau de la DG Inspection, ce plan a permis de recruter un bon nombre d'inspecteurs et certains ont été affectés, dont moi, pour le quatrième trimestre 2014, à la surveillance des dispositifs médicaux dans le secteur hospitalier. Ces visites, elles ont permis quoi d'abord ? De constater, de faire un état des lieux sur l'application des législations qui étaient relatives aux dispositifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les services logistiques et Conoma ignoraient toute notre existence. Donc, on est allé faire connaissance. Donc, voilà. Depuis janvier 2015, on a effectué 161 inspections dispositifs médicaux dans les hôpitaux. Je dis inspection, on entame aussi une phase de réinspection. Donc les gens ont le plaisir de nous revoir venir pour voir si ce qu'ils ont mis en place est effectivement mis en place. On est parfois surpris. Alors, lors de ces inspections, on précise toujours s'il s'agit clairement d'une obligation, suite à une déficience, ou on émet des recommandations. On émet beaucoup de recommandations, parce que la législation n'est pas suffisamment étoffée que pour nous permettre de ne remettre que des obligations. Nos initiatives, ce n'est pas uniquement pour vous ennuyer ni pour vous faire peur, c'est pour améliorer la qualité et aussi éviter l'introduction de produits qui ne seraient pas conformes. On n'a rien inventé non plus dans ces recommandations et dans ces obligations, puisqu'on se calque sur d'autres dispositions, notamment sur les dispositions qui relèvent pour les officines ouvertes au public, les dispositions qui s'appliquent au circuit des médicaments, et on évoque aussi beaucoup les bonnes pratiques du Conseil supérieur de santé. Action thématique, constat, recommandation, qu'avons-nous fait ? Tout d'abord, il a fallu faire connaissance avec les services qui ne nous connaissaient pas. Donc, j'ai initié une campagne de lits hôpitaux. Ça faisait rire certains, parce que les lits d'hôpitaux, certains me demandaient est-ce que c'est vraiment un dispositif médical ? Eh bien oui, c'est un dispositif médical. Pourquoi les lits d'hôpitaux ? Parce qu'en fait, on a remarqué qu'en matériovigilance, il y avait pas mal d'incidents ou d'accidents, et que ceux-ci étaient toujours relayés par les fabricants ou les distributeurs, et très rarement par les hôpitaux. Ça voulait dire, c'était un signal pour nous, ça voulait dire que tout l'hôpital ne nous connaissait pas, ne connaissait pas la matériovigilance. Donc, ce petit état des lieux a été fait aussi en Flandre, et ça a permis la rédaction d'une circulaire. Vous voyez qu'il aura fallu un peu de temps entre 2014 et la parution de la circulaire. Et cette circulaire a eu des conséquences pour certains, puisque les retours qu'on a eus, c'est que suite à cette note qui a été transmise au point de contact matériovigilance, les hôpitaux qui n'avaient pas été visités
ont fait un état des lieux de leur parc de lits, notamment les lits pédiatriques, et on s'est rendu compte que bon nombre n'étaient pas conformes, essentiellement un risque de piégeage de votre enfant en raison d'un écartement inadéquat des barreaux de lit. Ça n'a l'air de rien, mais quand on arrive le matin, qu'on retrouve son enfant accroché par la tête à son lit pédiatrique au sein de l'hôpital, ce n'est pas terrible. Donc on espère que ces lits sont partis vers des parcs à conteneurs et pas l'exportation. Alors nos constats, c'est d'une manière générale les constats principaux que l'on a pu faire au début de nos inspections et par la suite également, c'est que les dispositions réglementaires en matière de circuit de distribution n'étaient pas toujours respectées. Nous avions des médecins qui commandaient directement des implants auprès des firmes pour une intervention sans passage par la pharmacie. On a remarqué aussi que certains blocs opératoires étaient avec accès libre, sans sécurité aucune, et que les délégués médicaux arrivaient avec leurs petites valises pour des essais lors des interventions chirurgicales. Autre constat, les consommables stériles, comme ils ne sont pas facturés aux patients, ils sont gérés par le service Economa. C'est une manière de voir les choses, mais bon. En matière de stériles, il y a un circuit à respecter. Quand tout va bien, on les retrouve avec la papeterie. Quand ça va un peu moins bien, on les retrouve avec les produits de nettoyage. J'en ai déjà retrouvé avec les pneus neige. Alors, constat suivant que l'on remarque encore bien, c'est un hôpital va fournir un autre hôpital. Le patient est là, il est prêt à être opéré et il nous manque des implants. On téléphone à un collègue que l'on connaît bien parce que tout le monde se connaît et l'implant arrive comme il peut jusqu'à l'intervention chirurgicale. Autre constat très répandu, les gynécologues qui prescrivent des stérilets pour que les patientes se le fournissent en officine ouverte au public et la patiente se rend une nouvelle fois à l'hôpital pour se le faire poser. Alors, autre constat, l'approvisionnement en dispositifs médicaux pour l'exercice en cabinet privé des médecins, parce que bon nombre de chirurgiens ont des cabinets sur le côté, chez eux. Quand tout va bien, on retrouve une facture, mais pas toujours. Alors ben voilà, on a quelques dispositions légales, notamment pour le circuit de distribution, l'article 10 bis, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 18 mars 99, qui précise bien que pour ce qui est stérile et implantable, la réception, la conservation et la délivrance sont réservées aux pharmaciens d'officine hospitalière. Il faut savoir que l'hôpital n'a pas la qualité de distributeur, donc il ne peut pas endosser ce rôle sans respecter les obligations. En général, je les dissuade, en l'état actuel. Et autre base légale, les médicaments et dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés que pour les besoins exclusifs des patients qui sont dans l'hôpital. Et ils doivent être utilisés entièrement à ces fins dans l'établissement. Il y a quelques règles qui permettent de fournir des dispositifs médicaux. Je ne les ai pas reprises ici, mais ce sont des exceptions. Alors, autre constat. La conformité des dispositifs médicaux, c'est quand même quelque chose d'important, notamment essentiellement pour vous les pharmaciens, pour les stériles et les implantables. On a quand même constaté au départ qu'on vérifiait simplement la correspondance de la commande avec le colis qui était réceptionné, l'état du colis, et parfois la date de péremption qui faisait l'objet d'un contrôle. C'est pas tout ça. Donc il y a d'autres choses qu'il fallait surveiller quand on recevait un dispositif médical. Et on a établi, sur base des exigences essentielles, une checklist que l'on a finalement communiquée vers les hôpitaux et qui permet de vérifier la conformité, et, notamment simplement en vérifiant sur le packaging. Cette recommandation-là, c'est plutôt une obligation, on vous la rappelle parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les stériles et implantables, le pharmacien, on lui réserve la délivrance, la conservation et la réception, mais il est aussi responsable de la qualité et de la conformité de ce qu'il délivre. Alors sans vérification aucune, on ne sait jamais ce qu'on a pu délivrer. Alors, des constats qui ont été faits dans les hôpitaux. Des dispositifs médicaux qui sont dépourvus de tout marquage CE. Ceux-ci ont d'autres problèmes aussi, mais on remarque aussi que les outils, on va appeler ça outils, peuvent être de catégories diverses. Certains chirurgiens ont encore une âme de bricoleur, apparemment, parce que moi, quand je cherche l'origine de ces dispositifs soi-disant médicaux, je retombe sur des sites de fabricants d'outils de bricolage. Il faut savoir que la pince que vous voyez sur votre droite, elle est intitulée pince d'extraction en orthopédie. Autre exemple
de dispositifs médicaux constatés, c'est assez récurrent. On peut voir qu'en plus de l'absence de marquage CE, on constate que les investissements ne sont pas toujours réguliers. Il faut savoir que avoir des dispositifs médicaux qui ne sont pas pourvus de marquage CE, c'est une infraction qui est sanctionnée par la loi sur les médicaments. Et à la lecture du montant qui est prévu, nous on invite gentiment les hôpitaux à faire en sorte de disposer de dispositifs conformes qui disposent du marquage CE. Je crois qu'ils feront une économie par rapport à la sanction qui est prévue. Autre utilisation non conforme, des single-use qui ressortent de stérilisation, puisqu'on n'en est pas encore au reprocessing. Pour le moment, ce n'est pas vraiment autorisé, enfin c'est même pas autorisé du tout, parce que le fabricant il prévoit une utilisation correcte par rapport à la destination du dispositif. S'il a mis single-use, ce n'est pas pour qu'on les retrouve stérilisés, voire fondus à la sortie de la stérilisation. Le Conseil supérieur de santé, il évoque également l'absence de législation actuellement, et il a tendance à dire que la responsabilité va aller à celui qui restérilise ou qui reprocesse le dispositif. Mais il n'écrit pas clairement que le pharmacien quand même prend la responsabilité de ce qui se passe en stérilisation. Autre constat, en matière de qualité. On a parlé tout à l'heure des budgets, des locaux, etc. Effectivement, on confirme que en matière d'infrastructure, c'est parfois assez aléatoire. Donc on empile des cartons les uns sur les autres, on les ouvre, on les met à la fenêtre devant le soleil, alors qu'il y a quand même sur le packaging des modalités de conservation à respecter qui sont indiquées. Ici, le petit trou sur la deuxième photo là, qui est entouré, il se trouve en fait au-dessus des dispositifs médicaux stériles et il mène un ancien conduit de cheminée. La photo du bas, c'est une fenêtre qui donne sur un soupirail. On voit que le service d'entretien n'est plus passé depuis très longtemps et que les stériles, ils sont quand même stockés là-bas en dessous de la fenêtre. Alors, poser des cartons à même le sol, c'est vrai que c'est facile, mais ça n'aide pas à la bonne conservation et au maintien de la qualité des dispositifs qu'on trouve dedans. En matière de qualité, toujours, la manutention est parfois aléatoire, même pour des stériles, ce qui fait que leur qualité pourrait s'en retrouver altérée. En matière d'infrastructure et de qualité, on voit tout de même que l'utilisation de toutes les infrastructures disponibles sont utilisées pour le stockage. Alors la première photo, ce sont des tuyaux de chauffage, des tuyaux d'évacuation. La deuxième au-dessus, c'est un paillasson. C'est un hall d'entrée en fait, on stocke. Et celle du bas, c'est un local d'archives. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on trouve. Enfin, ce sont des stériles et des implants, mais c'est assez difficile pour pouvoir gérer ça de manière efficace et dans un souci de qualité. Alors, toujours en matière de qualité, on remarque une mauvaise gestion des dispositifs médicaux. On a des tubes de prélèvement, on imagine qu'ils sont déjà tombés une première fois sur le sol, puisqu'on les a un peu repositionnés comme on pouvait. On a des périmés, et on a ici la photo à droite, c'est un chariot de car qui part le lendemain pour une intervention chirurgicale, et c'est un peu comme le petit poussé, quoi. On ne sait pas si tout va arriver en salle d'op. Et si on veut des stériles, des compresses, il faut savoir qu'elles sont déjà allées par terre avant d'arriver dans les mains de l'infirmière ou du médecin. En matière de qualité, toujours des choses à proscrire, c'est la conservation des cartons tertiaires pour distribuer dans les unités de soins vers le bloc opératoire les dispositifs médicaux, stériles ou non. Les paniers métalliques, c'est vrai que c'est plus propre un panier métallique qu'un carton, mais tout dépend de ce qu'il a déjà vécu. Les adhésifs passés en stérilie et chauffés, c'est pas terrible non plus pour la qualité et pour la contamination. Voilà, le législateur il a quand même prévu des conditions normales d'utilisation qui ne doivent pas altérer les caractéristiques et les performances du dispositif. Dans tout ce qu'on vient de voir, on peut imaginer que la qualité et les performances, à partir du moment où le stérile est déconditionné dans le stock, on peut imaginer que sa qualité n'est plus garantie. On recommande, pour l'amélioration de certaines pratiques, on prodigue des conseils qui visent à garantir la qualité des dispositifs médicaux. Dans les cas qui sont présentés, et sans être exhaustif, on demande généralement une adaptation des zones de réception, de tri, de stockage, de quarantaine, histoire de s'y retrouver un peu. On fait mettre en place des procédures d'entretien avec validation,
des procédures de gestion des péremptions, parce que certains n'en avaient pas. Et on demande à ce que le transport soit non contaminant. Autre constat, c'est la matériovigilance. Si les dispositifs médicaux stériles et implantables qui dépendent de la pharmacie sont généralement bien suivis en matière de matériovigilance, on a pu constater que les autres services des hôpitaux ignoraient toute cette notion. Donc on demande dans nos rapports, ce sont des extraits de rapports, à ce que l'information soit communiquée à tous les points, à tous les endroits où un professionnel est censé rencontrer un dispositif médical, c'est-à-dire partout dans l'hôpital. C'est une recommandation, c'est plutôt une obligation, parce que le législateur, par rapport à la pharmacovigilance, ici, il n'a pas trop ri. Il a prévu une sanction en cas de non-notification d'un incident ou d'un incident probable. L'article 11 de notre arrêté de mars 99, il précise le rôle en fait d'un point de contact matériovigilance, en précisant qu'il doit faire partie du comité du matériel médical, ce qui est la moindre des choses. Et il précise aussi que le praticien d'une profession de soins de santé est tenu de communiquer les incidents dont il aurait pu avoir connaissance. Le point de contact, lui, doit enregistrer et doit aussi notifier. Bon nombre d'hôpitaux ont fait des procédures de matériovigilance et tout s'arrêtait à la porte de l'hôpital. Donc il manquait juste une étape, c'est informer l'agence pour que nous puissions effectuer notre mission de matériovigilance. Alors, nous avons constaté des déficiences. Ici, j'ai repris la définition de nos déficiences. Il y en a de 3 sortes. Elles sont critiques, majeures ou autres. La critique, on voit un risque pour la santé publique. La majeure, c'est plutôt un défaut qui va représenter un risque, notamment un manquement à une norme légale. Si vous ne notifiez pas un incident, il peut avoir une suite à cette non-notification. Et les déficiences hautes, c'est tout ce qu'on n'a pas su classer dans les majeures et les critiques. Alors, dans nos prérogatives, si l'on constate des déficiences qui peuvent entraîner un risque pour la santé, on peut prendre des mesures que l'on juge appropriées, soit la mise en quarantaine, soit la position de scellé, ou alors la saisie. Ça, les hôpitaux, ils n'aiment pas trop quand on emporte leur matériel. Alors, depuis 2015 et sur nos 161 inspections, on a constaté 492 déficiences. Heureusement, il y a peu de critiques, tout de même 46, donc où il y avait un danger pour la santé publique. Et des déficiences majeures, il faut dire que la législation n'était pas très connue par les acteurs dans l'hôpital. Et des déficiences hautes, ça c'est une déficience un peu plus basique. Conclusion, j'aurais été assez vite. On va pouvoir aller manger. Notre présence, elle a permis de sensibiliser l'ensemble des acteurs au sein de l'hôpital à une bonne, voire une meilleure gestion des dispositifs médicaux, au respect des normes qui existaient, au respect de procédures qui étaient existantes parfois, ou bien des nouvelles qu'il a fallu mettre en place. Et tout ça toujours dans le même but, c'est garantir la conformité et la qualité des dispositifs médicaux tout au long de leur vie dans l'hôpital. Parce qu'à mon sens, des produits qui sont conformes, qui sont de qualité, vont contribuer à des soins de qualité. Ça, c'est si vous voulez nous contacter. Voilà, merci.